Eh bien voilà, on va mettre un peu de fleurs dans votre dimanche apparemment. Et oui, voici des roses blanches. Voilà, voilà, je crois que c'est aujourd'hui dimanche. Voici des roses blanches pour ma jolie maman. Mais on ne mettra pas que des roses blanches aujourd'hui chez vous. On va en mettre même dans différentes villes, dans différents villages du département. Et pas seulement, on va même s'élargir à toute la région puisqu'on parle des villes et villages fleuris. Justement, un label qui est décerné aussi avec le comité régional tourisme de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. On va s'intéresser à ça. Mais comment on décerne ce label? Et comment on peut en avoir des fleurs? 1, 2, 3, 4. Et on va voir que les critères, c'est pas juste la joliesse, c'est pas juste quand c'est tout joli. Et on va réussir à avoir toutes ces réponses grâce à Bernard Perrin qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors Bernard, tu es chargé d'animation du label Ville et Village Fleuris, au niveau du CRT PACA. Absolument, au niveau du comité régional de tourisme et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisque c'est la région qui assure l'animation et la promotion du label sur l'ensemble des 6 départements. Et on va voir que derrière, justement, pour pouvoir donner ces labels, il y a des jurys qui sont là. Et puis toi, tu pourras nous éclairer facilement aujourd'hui, Franck. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, parce que simplement, je fais partie des membres du jury pour la région. Mais je ne juge pas le Var, forcément. C'est-à-dire que les Varois ne jugent pas le Var, justement, pour pas... C'est ça. Alors, dans le fonctionnement du jury régional, enfin, c'est la même chose dans l'ensemble des régions françaises. Nous, on a une quarantaine de professionnels qui représentent le jury régional. Le principe, c'est que comme ils sont issus de tous les départements, ils ne visitent pas leur département d'élection, si je puis dire, pour ne pas être jugés partis, bien qu'ils soient très indépendants par rapport à ça. Donc, lorsqu'on organise les visites annuelles, sachant que les communes sont visitées tous les 3 ans dans le cadre de ce label. On verra tout ça en précision tout à l'heure, exactement. Les jurys donc vont d'un département à l'autre, mais pas dans le leur. Voilà. Et voilà, c'est un peu tout ça qu'on va apprendre notamment. Et pour nous accompagner, on a dit, bah, tiens, puisqu'on parle de fleurs, on va en prendre une très jolie avec nous. Donc c'est pour ça qu'on a pris aujourd'hui Bénédicte Colombier. C'est trop gentil. Merci Philippe. Ah non, c'est pas toi. Je crois que c'était moi. Non, Pardon. c'est moi, la très, jolie très fort, fleur. il est très, très Je savais fort, qu'il parlait de moi. J'aurais parlé de cacté pour toi. De cacté? Oui, De cactus? oui, D'accord. exactement. Ouais, je suis vrai que je suis piquant. Mais vas-y Bénédicte. Il y a un côté un peu hirsute qui fait plus, tu fais plus cacté que voilà. Et bonjour, ben voilà, c'est notre dernier jour Philippe. ensemble cette semaine. Oui. Alors moi j'aime bien parler de fleurs. J'ai un jardin fleuri et j'aime ça. Et, Je ben, suis curieuse aussi de savoir comment sont attribuées ces jolies fleurs dans les villages. et on va voir que c'est pas justement que le territoire, que nous aussi, Voilà. en tant que citoyens, en tant que particulier, on peut peut-être se permettre d'eux. Toi, tu auras quelques chiffres aussi à nous donner tout à l'heure. Tout à fait, bien, bon dimanche à tous. Donc j'ai ici une liste hautement confidentielle des villes labellisées pour 2019 et ce ne sera pas moi qui les donnerai, mais je pourrais vous donner quelques chiffres tout de même par département, par commune. Je vous en prie Philippe. Merci. Ils viennent le dire, c'est-à-dire que voilà, en décembre de l'année dernière, en 2019, on a vraiment la liste des villes qui ont justement des nouvelles fleurs qui sont là, celles qui sont tout nouvellement arrivées dans le département, mais on ne cite pas encore les villes. Pourquoi? Parce que comme on est en période d'élection municipale, on va attendre la fin des élections justement pour pouvoir décerner. C'est au mois d'avril prochain que vous décernerez officiellement et on donnera... Absolument. Absolument. Les villes sont déjà au La courant. remise des prix a lieu chaque année au conseil régional, dans le salon d'honneur, en présence du président de région, dont je ne vais pas citer le nom. Mais voilà, ça a lieu au mois d'avril traditionnellement. Et là, de fait, après les élections, ça sera plus simple qu'avant les élections, avec l'obligation de réserve que nous avons. Mais justement, j'ai peut-être envie de tout de suite lancer Thomas, puisque tu nous as parlé de 10 chiffres, etc. Oui. C'est combien, c'est quoi, c'est le nombre de fleurs cette année, de nouvelles dans le Var? Alors dans toute la commune, dans toute la région, on a 254 communes qui sont labellisées. Et le Var est le département le plus labellisé avec 68 communes. Exact. Voilà. Ce qui fait 26% de communes labellisées. Sur les 5 départements. Sur les 254. Voilà. Et justement, là, cette année, combien il y en a de nouvelles fleurs dans le département? Alors, des nouvelles fleurs. Hein. Donc, on est bien sur 68 communes labellisées. Hein. Oui. Et des nouvelles fleurs, on a 10 nouvelles distinctions dans le Var.
Voilà. Et on apprendra ça au mois d'avril prochain, cette 10 nouvelles distinctions, et on ne peut pas dire le nom encore. Exactement. Alors, on ne peut pas les dire, mais les maires ont déjà été avertis officiellement fin décembre, parce que les maires, ils ont aussi envie de communiquer sur les efforts qui sont faits par les communes dans ce domaine. Et c'est important qu'ils le sachent assez rapidement, après la délibération du jury, qui a lieu chaque année au mois de novembre. Tu viens de le dire, délibération du jury. On va voir une petite vidéo qui va en même temps pendant que tu vas expliquer ça, parce que derrière, il y a un jury, il faut poser candidature, il faut... Absolument, il y a tout un process qui fait que les communes présentent leur candidature et ensuite la mécanique se met en place, le jury est défini, il va sur le terrain, il y a un circuit qui est établi. Voilà, on va le voir certainement en partie dans ce petit film. Dans ce petit film, on le regarde tout simplement pendant que tu en parles, justement, c'est-à-dire que c'est une manière d'illustrer la chose, parce que derrière, justement, ces communes vont vraiment devoir, je veux dire, que ça soit aussi pareil, les structures, on le voit là, justement, qu'elles soient privées et publiques, il faut que ça soit un travail qui soit partagé. Ah oui, c'est un travail forcément collaboratif, participatif, parce que l'embellissement de la commune, l'embellissement du cadre de vie ne peut pas se faire uniquement par les efforts que font les communes. Il faut aussi la participation des habitants, il faut aussi des actions pédagogiques envers les enfants, les écoles. Il faut aussi que, par exemple, ça a été cité tout à l'heure, les habitants fleurissent leur jardin, fleurissent leur rue, soient très actifs par rapport à ça. Donc c'est vraiment une démarche globale. On vient de le voir, il y a des grilles d'évaluation, il y a pas mal de choses qui se font. Et il y a une grille d'évaluation avec 60 critères. Et dans ces critères, on évoquait le développement durable tout à l'heure, il y a à peu près 70 critères qui relèvent d'un développement local au niveau de la commune, la propreté, la gestion des déchets, le tri sélectif, les aménagements urbains, etc. Et il y a 30% qui concernent le paysager et la fleur. Parce que la fleur, elle vient s'ajouter, je dirais, sur ce travail de fond. Et elle va donner un peu cette couleur, ce plaisir, ce bonheur, ce côté esthétique. Oui, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, le fleurissement. C'est vrai que, exactement. Donc, en tant que jury, donc la grille d'évaluation est très complète, très détaillée. On part de l'urbanisme, du mobilier urbain. C'est vraiment l'ensemble du cadre de vie qui est jugé, et pas contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, simplement le fleurissement. Oui, c'est l'urbanisme, la voirie, c'est vraiment des choses précises. Donc c'est vraiment un travail très pointilleux, puisque quand on visite les communes, donc on prend ce temps-là, on prend ce temps de l'évaluation, et c'est justement cette évaluation ne se fait pas simplement sur le simple aspect visuel, puisque les communes derrière présentent leurs projets, leurs améliorations, que ce soit côté environnement, côté urbanisme, et donc l'ensemble du cadre de vie. Tu allais dire quelque chose, Bernard? Oui, je dis, le jury relève également quelque chose qui est important, c'est le travail des techniciens et des jardiniers, qui est mis en valeur à travers les réalisations, et sans lesquels on ne pourrait pas avoir un vrai aménagement, un vrai développement. Et donc c'est la raison pour laquelle ce label associe vraiment l'ensemble de la population et l'ensemble des techniciens. Oui, parce qu'on parle de biodiversité, même pareil, le travail avec les écoles aussi, et tout ça, on va juger des choses complètement folles aussi. Il y a beaucoup d'actions pédagogiques qui sont dans le sens auquel on ne engagées, pense pas finalement. notamment à travers les potagers pédagogiques, à travers des projets de ferme qui sont imaginés dans les communes et réalisés dans les communes, à travers des actions sur la biodiversité. Donc vraiment, on touche au quotidien, on touche à beaucoup de choses. Et en même temps, il y a des prises de conscience sur les aspects environnementaux, sur la nécessité de faire du tri. Donc ces côtés éducatifs dans le label sont essentiels. Et derrière, il y a une vraie grosse mission, c'est-à-dire que c'est pas qu'améliorer le cadre de vie. C'est améliorer le cadre de vie aussi, d'abord pour améliorer la qualité de vie des résidents, mais c'est aussi avoir une commune attractive sur le plan touristique, parce que l'objectif aussi, c'est de, je dirais, rentabiliser, enfin j'aime pas trop le mot, c'est de dynamiser les investissements, les efforts humains qui sont faits, pour que derrière la commune soit attractive et en même temps puisse favoriser l'accueil touristique. Parce qu'on est dans une économie régionale dans laquelle le tourisme est un moteur essentiel, et il est important que la plupart de ces communes labellisées, qui sont aussi des communes touristiques, mettent en avant leurs atouts
en matière d'embellissement du cadre de vie, en matière d'accueil, pour favoriser la venue de touristes français ou étrangers. De toute manière, c'est aussi ça, c'est-à-dire quand les gens visitent, ils ont tendance à se tourner vers les offices de tourisme, les sites des villes, et ce sont des labels, pas que celui-ci, qui permettent aussi que ça soit, j'allais dire, voilà. Oui, le label, c'est une reconnaissance qui va permettre à un visiteur potentiel, lorsqu'il va aller sur un site internet ou récupérer une documentation dans un office de tourisme, de voir immédiatement, puisque c'est un label qui est très très connu en France, que la commune labellisée Ville et Village Fleuris Qualité de Vie est remplie des critères qualitatifs. De la même façon qu'une commune du littoral labellisée Pavillon Bleu, on sait que les eaux sont de qualité et qu'on peut s'y baigner sans problème. Donc c'est très important sur l'image de la commune et sur le côté positif. Là, j'en ai deux qui sont impatients de poser des questions juste à côté. On va commencer par Bénédicte. Oui, moi je me posais la question en tant qu'habitante, comment je peux contribuer justement à l'obtention du label de la ville dans laquelle j'habite? À travers les actions qui sont menées par la municipalité ou à travers des initiatives propres que peuvent prendre les habitants, mais toujours en relation avec la municipalité pour pouvoir faire des propositions. Par exemple, dans le cadre des concours départementaux en matière de fleurissement, il y a les maisons fleuries qui sont récompensées, il y a les jardins fleuris qui sont récompensés, il y a des politiques locales qui sont mises en place, bien sûr que nous soutenons au plan régional, mais rien n'interdit aux gens de se réunir, de faire une proposition dans certains villages, dans certaines petites villes. Il y a même des habitants qui se réunissent et qui demandent à la collectivité de pouvoir gérer un espace urbain, de pouvoir l'aménager, de se faire aider des conseils par les techniciens. Je pense que c'est dans le dialogue et dans l'échange qu'on arrive à progresser dans ce domaine. Il faut que moi je m'adresse à la mairie, oui. Ou c'est la mairie qui fait une communication justement en demandant aux habitants. Ça va dans les deux sens. Dans les deux ça sens. va dans les deux D'accord. sens. Dans les deux sens. Et Thomas, tu avais aussi une question? En fait, j'ai deux questions, mais qui se rejoignent. En fait, on voit que le Var déjà a un peu plus de communes qui sont distinguées. Alors 68, déjà, on le répète. 68, voilà, soit 25% de toutes les communes. Et donc, je voulais savoir, est-ce que ça s'explique aussi parce que le territoire est quand même un territoire d'eau, surtout dans le Haut-Var? Et justement, est-ce que, ma deuxième question, c'est dans vos critères d'appréciation, est-ce que vous partez du potentiel du territoire? Parce que j'imagine qu'il y a des endroits qui sont très arides, des climats très arides. J'ai envie de te dire, là, il y a Franck qui a presque envie de répondre à la question. Là. Ouais, bien sûr. On va laisser Franck répondre dans un premier. Je rappelle que tu as une casquette de paysagiste aussi. Et... Oui, voilà, ma formation, c'est l'aménagement du paysage. Alors, ce qui est important dans ce label, c'est qu'en fait, chaque région sont identifiées avec les climats, leur sol, etc. Donc en fait, nous, dans le label, on ne va pas être jugé comme l'Alsace, par exemple, au niveau du fleurissement. On va également être jugé dans la région sud sur des plantes adaptées à chaque milieu. Si on plante des végétaux très consommateurs en eau, ça va être plutôt défavorable dans le jugement. Le cactus est très apprécié. Le cactus est très apprécié, sauf dans les jardins d'enfants, par exemple, hein, bien sûr. En gros, on ne va pas, favoriser un type de végétaux, par exemple, qui demande beaucoup d'eau par rapport à une plante grasse, parce qu'on va savoir que ce territoire est dans une région méditerranéenne. méditerranéenne, on va plutôt favoriser la plantation de plantes méditerranéennes. Ce sont celles qui vont le mieux résister, qui sont par ailleurs de très belles plantes. Mais on ne va pas aller planter des espèces qui, par rapport aux conditions climatiques, à la chaleur, à la sécheresse des sols, etc., ça peut être même pénalisant, ou à l'insuffisance d'eau, seront pénalisantes parce qu'elles vont être abîmées très rapidement et la commune va faire un mauvais choix s'ils prennent des essences qui ne sont pas liées au climat méditerranéen. Ou alors celles qui demandent énormément d'eau pour l'entretien quand elles ne sont pas adaptées au milieu, par exemple. Voilà. Après, le gazon, par exemple. Oui, après, il peut y avoir certains endroits où, je dirais, Après, on rentre dans la gestion différenciée, c'est-à-dire que dans certains endroits, dans une commune, sur un tout petit endroit au centre de la commune, par exemple, on peut se permettre certaines choses, mais on ne peut pas imaginer un fleurissement de plantes consommatrices en eau sur l'ensemble d'une commune. Donc ça s'appelle la gestion différenciée. Donc ça aussi, c'est important à mettre en avant, puisque sur les villes, les communes de la région sud, dans le cadre du développement durable, on ne peut pas imaginer
dire il faut un arrosage 2 fois par jour, il faut voilà. Donc l'économie d'eau est très prégnante dans le jugement. Alors, 5 000 communes, toutes les villes qui ont plus de 5 000 habitants sont labellisées? Non, pas forcément. N'importe quelle commune qui le décide par rapport aux critères dont elle a connaissance peut décider de participer au label. Parce que c'est une volonté vraiment de la ville. Parce que c'est une volonté communale, parce que c'est une décision, je dirais, de la commune au niveau des élus, souvent aussi poussée par les habitants. On a des très petites communes de 70 habitants qui sont labellisées, comme des très grandes communes comme Nice, Toulon, qui sont également labellisées, Aix-en-Provence. Donc il n'y a pas un nombre d'habitants minimum, c'est une volonté. Voilà, une volonté en matière d'embellissement, de mise en valeur du cadre de vie, d'association des habitants. Donc on a des petites communes, 70, 80, 120 habitants, qui ont même 3 fleurs. Alors évidemment, on ne va pas les juger de la même façon qu'on va juger Aix-en-Provence qui a 3 fleurs, ou Toulon qui a 3 fleurs, ou des communes qui ont 4 fleurs, parce que les moyens sont largement sous-dimensionnés, mais c'est des communes où on se rend compte que tout le monde participe. Il y a 70, 80, 100 habitants, il y a autant de personnes qui ont la volonté de mettre en valeur leur territoire, leur quotidien, leur proximité, et c'est un travail magnifique de partage, d'association. Ils achètent des graines, ils font des plantations, ils participent aux activités du village. Donc c'est un label qui unit et qui rassemble les gens, et pour le beau, pour le bon et pour le bien. Mais là, tu vois, je vais te montrer que dans d'autres endroits, il y a du beau. Il y a du bon, il y a du bien. C'est ce qu'il nous montre depuis lundi, justement. Franck, qui nous montre, justement, il nous fait découvrir la Nouvelle-Zélande à travers le voyage et à travers, justement, aventure et découverte. Parfaite. Hein. Bravo, Philippe. Tu vas commenter comme ça. Tout moi, je suis comme devant ma télé. Il est sympa, ce Philippe. Hein. Peut-être que nous irons y promouvoir notre label. Mais, pourquoi pas? Parce qu'on a vu que l'endroit est sublime. Et là, c'est le dernier épisode, puisque le dernier jour de la semaine. On va clôturer le séjour en Nouvelle-Zélande par donc l'île du Nord, donc qui est l'île en fait un petit peu la plus chaude, on va dire, de Nouvelle-Zélande, et on va partir donc directement sur la côte pacifique, sur la péninsule du Coromandel, donc un parc national néo-zélandais, donc avec ces longues plages de sable blanc. Et toujours sa végétation très, très atypique due à ce climat très humide. Donc un endroit qui est vraiment magique. Et d'ailleurs, c'est de cette plage-là que vous êtes le matin au lever du soleil, les premiers à voir le soleil se lever. Donc des originalités sur ces plages, vous voyez, quand vous arrivez en Nouvelle-Zélande, on vous donne une petite pelle. Et vous allez creuser dans le sable sur la plage parce qu'en fait, sous le sable, il y a des sources chaudes. C'est-à-dire que le Pacifique est à 11 degrés, mais l'eau qui s'écoule vers le Pacifique, elle est à 38. Et ça fait comme un petit spa. Donc on vous donne cette petite pelle et vous creusez sur la plage et vous faites votre petite piscine d'eau chaude. Donc la côte, même si l'eau est froide, reste somptueuse, très préservée, puisque donc on est vraiment dans un milieu très très sauvage. Je mets 5 fleurs, moi là. Et c'est naturel, Donc voilà, un parc magnifique, un parc en fait qui est à l'opposé de la capitale économique qui est Auckland, qui est de l'autre côté de la montagne qui les sépare. Et donc, comme je vous disais, c'est le premier lever de soleil au monde. Juste derrière, vous êtes sur le fuseau date. Donc, c'est quoi le fuseau date? Le fuseau date, c'est qu'en fait, quand vous passez ce fuseau, vous changez de jour. Donc c'est pour l'avoir fait quelques fois, c'est assez rigolo. C'est qu'on part, tu pars au jour d'avant. Dans une même journée, on part 48 heures, mais on reste le même jour en passant le fuseau date. C'est assez fatigant, mais c'est original. Donc c'est vraiment le dernier fuseau horaire. Donc on revient sur le côté Auckland, donc la baie d'Auckland qui est mondialement connue, puisque c'est une baie qui est assez vantée, c'est où s'entraînent d'ailleurs les équipes néo-zélandaises de voile. Donc d'ailleurs ils nous gagnent tout le temps malheureusement. Mais voilà, donc une ville plutôt moderne. Et très 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 dynamique, donc une grosse activité économique où les Français ont eu un certain temps une mauvaise réputation
puisque si vous vous rappelez, dans les années 80, donc 85 je crois, le Rainbow Warrior qui a été coulé donc, par les services secrets français. Donc on a gardé une image pendant un certain temps. La première fois que j'y suis allé, on avait encore cette image justement de la France. On a saboté le bateau de Greenpeace. Donc en 2015, c'était complètement effacé. Mais c'est resté quand même longtemps à l'image des Néo-Zélandais. Dans la mémoire collective. Forcément, forcément. Donc une ville portuaire très très agréable, avec un petit peu un petit côté californien en fait, San Francisco, les petites montagnes, les maisons en bois, pareil de style plutôt victorien, des quartiers historiques préservés. Et la tour principale qu'on voit souvent, d'ailleurs, quand la météo est présentée, les images du monde, la tour principale qui a plus de 320 mètres. Et comme je vous disais, les Néo-Zélandais étant les inventeurs, en gros, des sports extrêmes, donc où ils ont inventé le saut à l'élastique en Nouvelle-Zélande en 59, donc tous ces sports extrêmes. Et de cette tour, vous pouvez vous jeter de ces 300 mètres en pleine ville. Dès qu'il y a un endroit pour créer quelque chose un peu extrême, ils le font. Donc là, on remonte sur la partie nord. Donc là, on est quasiment sur du subtropical, puisqu'on se rapproche sur la partie nord, inversement à notre hémisphère. On se rapproche des tropiques. J'ai vu une maison qui me plaisait bien là. Et là, ça devient c'est un petit peu la Côte d'Azur, entre guillemets, de la Nouvelle-Zélande, donc avec l'eau qui se réchauffe, donc les plages qui sont un peu plus fréquentées. Donc les Néo-Zélandais sont vraiment tournés, on le voit, vers la mer, donc beaucoup de bateaux. Et donc c'est une région vraiment très tempérée qu'on pourrait considérer plutôt, parce qu'on est quand même au bord de l'océan aussi, un peu comme le sud-ouest de la France. Voilà, donc très vert. L'océan est magnifique, donc, et sur Auckland, donc quand on revient le soir, donc la baie d'Auckland, magique, et vraiment c'est un voyage qui peut pas durer une semaine, vous imaginez bien. C'est la question que j'allais te poser justement. C'est un voyage, voilà, il suffit de voir le petit trait rouge qui revient. Et à Nice ce coup-ci. C'est marrant parce qu'au départ tu as mis Flassan, genre je pars de Flassan, mais en retour j'arrive à Nice. On arrive à Nice. Il est parti avec son jet. Voilà. Ouais, c'est pour feinter. Non mais en fait voilà, on peut pas y rester une semaine puisque déjà 2 voyages, on a 4 jours. Il y a 28 heures d'avion. D'avion, quand je dis avion, c'est qu'on est 28 heures quasiment dans les airs. Donc en prenant les escales, donc il faut partir au moins 15 jours, 3 semaines. Éviter les circuits tout organisés, touristiques, sachant que vous l'avez vu tout au long de la semaine, les routes sont des petites routes qui sont même parfois en terre. Donc si vous prenez les bus touristiques, vous allez passer à côté de très belles choses. Donc c'est un pays qui est, on va dire, facile à vivre. Les habitants sont très accueillants. C'est un autre monde, on est apaisé. Pour vous donner un exemple, simplement quand vous traversez les... Tu penses qu'en train de nous dire que le Var, c'est pas ça, c'est ça? Le Var est différent. Donc là, par exemple, on traverse, je voulais donner un exemple, on traverse les régions maraîchères, les régions fruitières. Vous avez au bord de la route, comme on peut avoir chez nous, en fait, les personnes qui vendent leurs fruits et légumes, sauf que là-bas, en fait, ils déposent les caisses, vous avez une boîte, et ils vous disent, mettez ce que vous voulez dans la boîte. Et la boîte reste au bord de la route, donc c'est vraiment un endroit très apaisant. Mais sache-le que dans des régions françaises, ça se fait. J'ai souvenir d'être allé dans le Finistère et justement, c'est-à-dire qu'au bord de la plage, c'est-à-dire que les agriculteurs viennent mettre par exemple les oignons roses, etc. et tout, donc des tas de choses, et les gens le font de manière naturelle. Ça se fait dans des régions de chez nous aussi. Oui, ça se fait. Mais et c'est très apaisant aussi. En général, on ne laisse pas trop la caisse au bord de la route. Si. Aussi? Si, je te dis, sur un parking où les gens viennent se garer pour aller à la plage. Ça fait plaisir de le savoir. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est rarement le cas quand ça se passe dans la région, mais... disons que c'est sûr que si on met une caisse de fruits et légumes dans un coin, elle est embarquée. C'est surtout l'endroit où on met l'argent. C'est surtout celle-là de caisse qui laisse...
C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de vendeur, on met l'argent directement dans une boîte, mais qui reste au bord de la route. C'est marrant. Oui, je comprends ce que ça repose. Sur le cours de Lafayette, après le marché à Toulon aussi, on peut faire ça, mais il faut faire le tri par contre des légumes, parce qu'ils ne sont pas toujours bons. Très bien. Il y a des communes qui font un peu des expériences comme ça, où principalement en centre-ville ou en centre-bourg, ils mettent des petits arbres fruitiers ou des petites plantations de légumes comme ça à disposition des habitants, des enfants. Et c'est tout à fait respecté. Les gens prennent un petit fruit, prennent un petit légume, enfin souvent des tomates ou des petits légumes comme ça. Et finalement, c'est bien. En plus des jardinières fleuries, c'est vrai que maintenant on voit de plus en plus ça dans plus. certaines communes, des jardinières. Le légume est utilisé comme un élément. De plus en plus, le légume est utilisé comme un élément de décoration, de végétalisation. C'est ce qu'on fait avec certains de nos chroniqueurs. Je me sens pas visée. J'ai pas dit Moi que. non plus. J'ai pas dit que. Moi, je suis pas un légume, je suis un cactus. Voilà, c'est ça. Moi, je suis une fleur. Voilà. Donc, justement, puisqu'on revient avec ces cactés, ces fleurs, ces légumes, c'est vraiment c'est un peu la discussion du jour sur les villes justement et villages fleuris et ce fameux label. On l'a cité, c'est-à-dire que c'est une vraie démarche des villes pour venir à vous. Et il y a des jurys qui s'interrogent vraiment sur des tas de critères. On l'a dit, la gestion de l'eau, la gestion des déchets, le tri sélectif, la biodiversité, même le travail avec les écoles et l'investissement de tous. Mais ce label, c'est un label aussi national parce qu'il y a une étude qui est faite de manière nationale aussi derrière. Alors, c'est d'abord un label national qui existe depuis 60 ans. Donc c'est pas un label qui est récent, ça existe depuis 60 ans. Et au plan national, il y a plus de 5000 communes environ qui sont là, labellisées. c'est notre département, là. Non, là c'est notre région. Notre région. C'est le film que j'ai fait, donc je ne peux plus le faire dans le département. Donc c'est à travers notre région. Voilà. Donc 5000 communes labellisées au plan national, ce qui est très très important, et la plupart des villes, je dirais, moyennes le sont, et 254 chez nous. C'est quand même loin d'être non significatif. Ça fait de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une des principales régions, je dirais, labellisées en France, et le département du Var est le département qui comporte le plus de communes labellisées. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et on l'explique. Est-ce qu'on l'explique d'ailleurs? On l'explique d'abord parce que c'est un très beau département, je dirais, au sens naturel et paysager. Et deuxièmement, parce qu'il y a une prise de conscience aussi au niveau des élus, dans les communes, au niveau des techniciens, sur la valorisation du territoire et sur la nécessité d'améliorer la qualité de vie des résidents. Donc comment le faire le mieux possible à travers, je dirais, un ensemble de critères. Et c'est vrai que quand on a la propreté urbaine, quand on a des villes propres, quand on a des villes bien aménagées, fleuries, végétalisées, harmonieuses, avec du beau mobilier urbain, des façades bien entretenues, c'est quand même agréable. Les éléments que tu viens de dire, justement, pour revenir à toi, Thomas, tout à l'heure, tu nous as dit 10 villes nouvellement labellisées cette année qui vont rentrer dans le classement et on saura vraiment les noms exacts au mois d'avril prochain. Il y en a 7 dont leur label est maintenu. Et il y en a 4 qui ont eu des labels maintenus, mais avec une distinction particulière, si ma mémoire visuelle est bonne. Prix spéciaux. Et monsieur en a parlé, il parlait des jardins partagés, par exemple. Ça va être un prix spécial concernant sur l'ensemble des critères, naturellement, il y a beaucoup de choses que nous voyons. Mais il y a certaines communes qui prennent des initiatives et qui font des expériences particulières dans certains domaines. Et le jury est sensible aux communes qui innovent dans les différents domaines au niveau des critères. On a pu récompenser dans le passé des communes qui avaient créé... Attention Bernard, parce que la musique, ça veut dire que ça commence à se finir. Hein. Bon, donc je fais vite. On a pu récompenser des communes qui, par exemple, avaient créé une ferme agricole de façon à favoriser l'alimentation bio des écoles. On peut récompenser une commune qui va faire d'un site archéologique, par exemple, un site particulier en matière d'accueil touristique. Il y a plein d'initiatives des communes que nous récompensons de façon particulière. En avril prochain, mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous ici, dans la grande émission, justement, où on parlera de cette nouvelle ville, justement, ces nouveaux prix, les distinctions particulières. En avril prochain, comme ça, on pourra recevoir les personnes, justement, puisque ça sera officiellement après les élections municipales. On pourra vraiment citer les villes et citer les différentes personnes. Un grand merci à toi, Bernard Perrin. Merci à vous de m'avoir accueilli, avec plaisir. Je rappelle du CRT, justement, PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci à toi, Franck. Merci.
C'est fini la J'espère que, Nouvelle-Zélande. voilà, c'est fini la Nouvelle-Zélande. Ouais, dommage. Ouais, Merci à toutes tous les les bonnes trois choses de vont cette semaine passée Merci. avec vous. Merci Merci à Philippe. toi. Merci à tous les trois et merci pour cette semaine aussi à toute notre équipe derrière, technique, justement la réalisation, au son et puis les cadreurs, cadreuses et puis là derrière aussi en régie où nous avons notre chargé de production et notre maquilleuse. Gros bisous à tous et à très bientôt dans la grande émission.